L'économie de la Chine est en train de s'effondrer à cause des mauvais prêts. Donc pour réparer ça, ils veulent émettre plus de prêts. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. L'ensemble de l'économie chinoise trébuche à cause d'une série d'événements malheureux. Une vague de chaleur massive assèche les rivières et coupe l'électricité. Les autorités continuent de fermer les villes dans le cadre de leur politique de zéro Covid. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une crise du crédit et des protestations massives. C'est principalement dû à une série de politiques horribles et à la corruption dans le secteur de l'immobilier. L'immobilier représente environ 30% du PIB de la Chine. Les promoteurs immobiliers en Chine vendaient des appartements avant de terminer la construction. Ils utilisaient le produit des ventes, ainsi que les prêts des banques et des investisseurs privés, pour développer leur activité. Tout le monde pensait que les prix de l'immobilier et la demande allaient continuer à augmenter. Jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Il s'agissait en fait d'une grande chaîne de Ponzi. Aujourd'hui, les promoteurs font faillite après avoir été privés de crédit facile, les prix chutent, les propriétaires refusent de payer les hypothèques sur les maisons inachevées et l'effondrement des ventes de propriétés et de la construction paralyse les gouvernements locaux, qui dépendent des ventes de terrain pour leurs revenus. Si vous voulez en savoir plus sur la crise de l'immobilier, consultez notre épisode précédent à ce sujet. Le lien est ci-dessous. Les sociétés de gestion d'actifs chinoises rendent les choses encore plus compliquées. Elles ont été conçues pour racheter les créances douteuses des banques après la crise financière asiatique de 1997. Mais, au lieu de remplir leur mandat, qui était de nettoyer les mauvais prêts et de disparaître, elles sont devenues progressivement plus aventureuses dans leur financement et leur structuration. En d'autres termes, les sociétés d'État qui ont été créées, pour résoudre la crise initiale des prêts ont fini, des décennies plus tard, par contribuer à une nouvelle crise en accordant les mêmes types de mauvais prêts qu'elles étaient censées arrêter. Et aujourd'hui, elles voient leurs bénéfices s'envoler en raison des pertes immobilières. Alors comment le gouvernement chinois répond-il à cette nouvelle crise des prêts? En accordant davantage de prêts, bien sûr. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. L'économie chinoise est dans le pétrin à cause des mauvais prêts. Donc les régulateurs chinois encouragent les banques à faire encore plus de prêts pour réparer l'économie. Un mouvement de cerveau galactique. La semaine dernière, le Conseil d'État chinois a dévoilé 19 politiques d'une valeur de 1000 milliards de yuan, soit environ 150 milliards de dollars. C'est le dernier d'une série de programmes de dépenses. Les 19 dernières politiques comprennent l'extension d'environ 44 milliards de dollars de crédit à 2 banques d'État pour financer des projets d'infrastructure. Les gouvernements locaux ont également été autorisés à émettre des obligations spéciales pour un montant de 73 milliards de dollars. Cette somme s'ajoute aux plus de 500 milliards de dollars qu'elles ont été autorisées à émettre plus tôt cette année. Bien entendu, toutes ces obligations doivent être utilisées pour des projets d'infrastructure. Les entreprises publiques de production d'électricité seraient également autorisées à vendre pour 30 milliards de dollars d'obligations. Et n'oubliez pas que les obligations ne sont en effet que des prêts. Donc oui, prêt, sur prêt, sur prêt. Ça devient incontrôlable. Bien sûr, il n'est pas surprenant que le Parti communiste chinois dépense tout cet argent dans des projets d'infrastructure. Ils sont comme le père dans My Big Fat Greek Wedding, qui pense que le Windex résout tout. Mais à la place du Windex, il s'agit de projets d'infrastructure. Vous avez besoin d'augmenter votre PIB, des projets d'infrastructure. Coloniser secrètement l'Afrique? Projets d'infrastructure. Trop de jeunes hommes célibataires? Projets d'infrastructure. Selon Bloomberg, Pékin met à disposition environ 1000 milliards de dollars de fonds gouvernementaux pour des projets de construction. Les dépenses totales pourraient être encore plus élevées que cela, 3 fois ce montant, selon certaines estimations, une fois que les prêts bancaires et les fonds des entreprises seront ajoutés. Pour faciliter ces prêts, la Banque centrale chinoise a réduit les taux d'intérêt, et les grandes banques commerciales ont fait de même. La baisse des taux d'intérêt rend les prêts moins chers. Mais le revers de la médaille est qu'ils aggravent également l'inflation en Chine. L'inflation est déjà assez grave, la monnaie chinoise valant moins qu'elle ne valait en 2 ans. Quoi qu'il en soit,
Le gouvernement central a publié des directives politiques. Et ils s'attendent à ce qu'elles soient appliquées. Mais beaucoup de banques locales en Chine ne veulent pas vraiment les appliquer, ou bien elles le font, mais elles ont des difficultés, en raison de problèmes opérationnels, de la perte de confiance des investisseurs et de la hausse des coûts. Les financiers ont été réticents à investir dans des projets qui ne feront probablement pas de bénéfices puisqu'ils ont déjà été vendus. Mais la Banque centrale chinoise ne veut rien entendre. Elle harcèle les banques commerciales, rurales et même étrangères par des appels téléphoniques pour les inciter à prêter. On demande à certaines de ces banques de s'assurer que la croissance des prêts dépasse celle des investissements financiers. On les avertit même que, si vous ne prêtez pas, vous ne pouvez pas investir. Ils avertissent également les banques de ne pas vendre de devises chinoises. Mais selon Reuters, certaines institutions financières publiques chinoises s'opposent aux appels de Pékin à soutenir le secteur immobilier en difficulté. Pendant ce temps, le gouvernement central tente de s'assurer que ces plans sont mis en œuvre en envoyant des groupes de travail spéciaux pour superviser les autorités locales. Mais même si les mesures de relance se déroulent comme prévu, de nombreux experts estiment que ces efforts sont insuffisants. Les économistes de Goldman Sachs déclarent, en l'absence de mesures d'assouplissement politique majeures, nous pensons que la croissance économique globale restera faible pendant le reste de l'année. Selon la banque d'investissement Nomura, les mesures ne changent pas la donne. Cela s'explique en partie par le fait que le marché de l'immobilier est toujours en grande difficulté. En outre, les entités gouvernementales chinoises pourraient être confrontées à un déficit de financement de 900 milliards de dollars cette année. Cela s'explique par le fait que les gouvernements locaux doivent toujours financer la politique du zéro Covid, y compris les tests et la surveillance de masse, sans les fonds du gouvernement central, tout en tirant beaucoup moins de revenus de la vente de terrain aux promoteurs. Il y a beaucoup de pessimisme quant à la façon dont les choses vont se passer en Chine. Une fuite d'un courriel du fondateur de Huawei, une entreprise publique chinoise de télécommunications, mettait en garde contre une période historique très douloureuse et disait qu'il fallait se préparer à survivre. Une chose qui pourrait être faite pour atténuer la douleur serait de lever la politique du zéro Covid. Les fréquentes épidémies de Covid, les tests de masse et les confinements agissent comme un frein à main pour l'économie chinoise. Mais le dirigeant chinois Xi Jinping ne reculera pas devant le zéro Covid. C'est parce que les autoritaires comme lui ne laissent pas l'économie prendre le pas sur le contrôle politique et idéologique. Surtout à l'approche du congrès du Parti communiste chinois. Il n'y a aucune chance qu'il admette que le zéro Covid est stupide. Et maintenant, je vais répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Ce sont les fans de l'émission qui contribuent via Patreon ou Locals. Skip Davis sur Patreon demande: que se passe-t-il quand la Chine communiste n'a plus d'eau? À mon avis, ils vont la prendre à quelqu'un d'autre. Ils épuisent tout ce qui les entoure sans se soucier des conséquences. Bonjour Skip, bonne question. Le Parti communiste chinois s'inquiète depuis longtemps des pénuries d'eau. En effet, l'une des raisons pour lesquelles ils ont occupé le Tibet dans les années 1950 est que le Tibet est la source originelle d'eau pour la majeure partie de l'Asie, et Mao Zedong la voulait pour l'énergie hydroélectrique, et probablement aussi pour pouvoir contrôler les pays environnants. La Chine a besoin d'eau non seulement pour la boisson de 1,4 milliard de personnes, mais aussi pour les cultures et l'énergie hydroélectrique. Ainsi, alors que la situation de l'eau s'aggrave, la Chine commence déjà à prendre des mesures pour limiter l'utilisation de l'électricité et de l'industrie. Et comme vous l'avez suggéré Skip, l'utilisation de l'eau par la Chine, en particulier pour l'hydroélectricité, provoque des tensions avec d'autres pays. En effet, le Parti communiste chinois construit des barrages sur des rivières qui touchent des centaines de millions de personnes en dehors de la Chine, comme le Mékong, en Asie du Sud-Est. Ils ont aussi des plans pour construire des barrages au Tibet qui détourneraient l'eau du fleuve Brahmapoutre. Cela aurait un effet énorme sur l'Inde et le Bangladesh. Certains disent que cela pourrait provoquer une guerre de l'eau entre l'Inde et la Chine. Merci pour votre question, Skip. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Notre émission est soutenue principalement par les téléspectateurs. Visitez patreon.com/China Uncensored pour en savoir plus. Ou allez sur chinauncensored.locals.com. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.